Alors moi c'est Christelle Frotière, je suis chargée de recherche à l'INSERM et je suis économiste et psychologue clinicienne depuis peu. Donc là je vais vous présenter un travail qu'on a fait autour des essais de type cure, donc de rémission ou de guérison du VIH. Donc dans un premier temps, la question du contexte. Le contexte c'est que les avancées scientifiques permettent maintenant d'envisager l'idée d'essais de type cure. Les avancées scientifiques se basant entre autres sur certaines observations comme des patients vivant avec le VIH qui ont été capables de contrôler naturellement leur charge virale, donc ce qu'on appelle les patients élite contrôleurs. Le cas du patient de Berlin donc, qui a été guéri de son infection après une greffe de moelle osseuse. Et certains patients, un petit nombre de patients qui, traités en primo-infection, sont en arrêt de traitement sans qu'il y ait de rebond de la charge virale pendant un temps d'arrêt suffisamment long, de 1 à plusieurs années, qu'on peut appeler les patients Visconti. Alors la question des bénéfices qu'il pourrait y avoir à une guérison ou à une rémission du VIH, la réponse peut sembler assez triviale. C'est qu'évidemment ça permettrait d'éviter les conséquences à long terme des traitements antirétroviraux qui impliquent des effets indésirables qui sont plus ou moins importants et auxquels sont associées des comorbidités. Et en ce qui concerne la société, évidemment, l'arrêt de la chaîne de la transmission et la réduction des coûts qui sont associés à la prise en charge du VIH. Alors des bénéfices, oui, mais la question des essais de type cure pose aussi un certain nombre de questions éthiques, que ce soit pour les patients qui participeraient ou que ce soit pour les soignants qui proposeraient à leurs patients de participer à ces essais-là. Tout d'abord parce que les bénéfices directs pour les patients au tout début de ces essais cliniques, qui sont des essais de recherche, seront probablement faibles ou inexistants, et que ça implique un certain nombre de risques, puisque ce sont des essais qui seraient proposés à des patients qui sont contrôlés par leur traitement, qui ont une vie quasi normale, avec très peu d'effets secondaires, et que ça viendrait briser un équilibre de vie qui a été parfois même difficilement acquis. Ça pose la question aussi d'interrompre les traitements, les TARV, avec les conséquences individuelles que ça peut avoir, et aussi les conséquences collectives et allant un peu à l'encontre de tout ce qui a toujours été dit concernant l'adhérence au traitement. Et la question aussi de provoquer des attentes indues, de créer des espoirs un petit peu tôt. Donc l'ensemble de ces questions-là, elles posent deux questions particulières, qui sont de savoir si ces essais sont acceptables, quelles en seront les conditions, et de savoir surtout pour qui ces essais seront acceptables, aussi bien du côté des patients que du côté des soignants. Donc le projet APSEC qui s'inscrit dans ce contexte va avoir a 3 objectifs. C'est un projet qui est encore en cours. 3 objectifs qui sont donc d'identifier ce que seraient les motivations et ce que seraient les freins dans la décision de participer à un essai de type cure pour les patients ou de proposer un essai de type cure pour les soignants, de définir quelles pourraient être donc les stratégies acceptables et d'établir donc des recommandations pour le design et la conduite donc de ces essais cliniques qui puissent tenir compte du point de vue à la fois des patients que des soignants pour pouvoir atteindre la meilleure adhésion possible à ce type d'essai. Et puis en même temps, si ça correspond à personne ou que personne n'en veut, peut-être pas les mettre forcément en place. Donc ce projet-là se constitue donc de 3 objectifs et de 3 phases. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est la deuxième phase, qui est... Alors la première phase a été une phase qualitative, elle est terminée. Il s'agissait principalement d'avoir des entretiens individuels et des focus group pour pouvoir... d'une part, observer la construction des savoirs et donc d'accéder aux représentations et aux constructions collectives
autour de la participation, autour des essais de type CURE, mais qui a aussi servi d'étape préalable à la deuxième phase, qui utilise la méthode Q, donc, que je vais vous présenter rapidement ensuite. C'est une phase mixte, c'est-à-dire à la fois qualitative et quantitative. Donc ça, c'est une deuxième phase qui est terminée aussi. Et la troisième phase, qui est une phase quantitative, qui est en cours. Alors, juste rapidement, la méthode Q. Alors, d'abord, pourquoi méthode Q? C'est parce qu'elle s'oppose à la méthode R, c'est-à-dire qu'on considère les variables comme des individus. Donc, en fait, on inverse la matrice par rapport à la méthode R. Donc, c'est juste Q versus R. Donc, c'est une méthode qui, donc je vous l'ai dit, utilise à la fois une approche qualitative par le fait de passer pour le recueil des données, donc le fait de passer par des entretiens et par des focus group pour obtenir en fait des énoncés qui vont concerner le sujet en question. Donc ici, l'attitude, les comportements vis-à-vis de la participation à des essais de type CURE. Et par contre, les données vont être analysées en utilisant l'analyse factorielle, donc avec une approche purement quantitative. Donc typiquement et en résumé, on va demander aux personnes enquêtées de classer sur une grille de classement que je vais vous montrer juste après. Donc, je peux vous montrer maintenant d'ailleurs, c'est peut-être facile. Voilà, donc on a une grille de classement, on a un certain nombre d'énoncés et on va demander à chaque individu de classer tous ces énoncés en fonction qu'ils sont tout à fait d'accord ou tout à fait en désaccord avec ces énoncés. Alors, dans un premier temps, on simplifie les choses, on leur demande de les classer en 3 piles, ceux avec lesquels ils sont en accord, ceux avec lesquels ils sont en désaccord et ceux avec lesquels ils sont neutres. Après, on va leur demander de classer sur cette grille. Alors, c'est une quasi-normale forcée pour tout le monde. Et ce que ça va permettre, c'est en fait d'avoir une interprétation de chacun des énoncés en relation au positionnement à un autre énoncé. Donc, ce n'est pas tant l'importance attribuée à un énoncé qui va être relevé, mais vraiment le fait de cet énoncé-là a été placé, par exemple, à une des cases à l'extrême, sachant que tel autre énoncé a été placé au milieu. Donc, ça permet vraiment d'avoir une approche relative des dimensions qui sont en jeu. Et donc l'interprétation ne se fait pas non plus énoncé par énoncé, elle se fait bien en tenant compte de cette mise en relation les uns avec les autres. Et on demande aussi aux individus d'expliquer pourquoi, de donner leur motivation pour lesquelles ils ont placé les 4 énoncés donc aux cases les plus extrêmes, celles qui vont avoir le plus de poids, hein, parce que ça va être pondéré évidemment. Et plus on est à l'extérieur de la grille, et plus de poids sera donné à cet énoncé-là. On va leur demander de nous expliquer pourquoi ils ont passé 2 énoncés spécifiques dans les cases extrêmes et de part et d'autre, ce qui va aussi aider à l'interprétation des résultats. Et sachant que, on va revenir en arrière, l'objectif, c'est bien d'obtenir un échantillon de points de vue. Ce qu'on obtient, ce sont des points de vue, on essaie d'obtenir les points de vue les plus représentatifs vis-à-vis du sujet en question. L'idée, ce n'est pas du tout d'obtenir le nombre d'individus ou la fréquence d'individus qui seraient en accord avec ce point de vue-là. C'est vraiment l'échantillon de points de vue qui nous intéresse. Dans la dernière étape du projet AppSec, justement, on va pouvoir aussi répondre à cette question-là, parce que c'est une question qui va être intégrée, qui nous permettra de voir auxquels des points de vue qui ont été révélés les participants, patients et soignants adhèrent le plus. Alors pour rentrer plus dans le vif du sujet, donc avec la phase 1 du projet, on a pu identifier 7 dimensions donc qui sont en jeu dans la décision de participer ou pas à un essai de type CURE et toujours de proposer ou de ne pas proposer un essai de type CURE à ces patients. Donc 7 dimensions qui sont représentées par 33 énoncés. Donc la première dimension qui concerne tout ce qui est autour des modalités de traitement et de suivi. Un autre qui est autour des risques, des effets indésirables et de la qualité de vie. Une troisième dimension sur la relation médecin-patient, qui concerne la relation médecin-patient. Une quatrième sur tout ce qui est croyance et attitude. Croyance et attitude, ça peut être
Il me semble plus important de donner priorité à la prévention, par exemple, qu'au curatif. Sixième dimension très importante qui est sur l'information, information sur les traitements, transmission d'informations de la part des soignants vers les soignants eux-mêmes et vers les patients. Et la question de la population cible, la population à qui s'adresseraient les essais de type CURE, dans un ensemble prédéfini. On va voir ensuite. Alors là, dans ce projet, avant que les individus, patients ou soignants, classent les énoncés, on leur présentait un essai de type CURE hypothétique, futur, qui comportait 3 phases. Et c'est à partir de cette description-là qu'ils allaient dire s'ils étaient ou pas en accord avec chacun des énoncés qu'on allait leur proposer. Donc une première étape qui consiste en une intensification du traitement ARV. On avait donné une approximation d'une durée de 3 à 6 mois. La deuxième étape étant l'administration d'un traitement innovant. Et enfin la troisième étape qui est l'arrêt de tout traitement ARV, étape pendant laquelle on va pouvoir vérifier l'efficacité de la stratégie innovante et qui évidemment va être évaluée régulièrement par une mesure rapprochée de la charge virale. Alors donc, je vous le disais, donc, après le recueil des données, donc les données sont analysées par une analyse factorielle. Donc cette analyse factorielle, elle nous a permis de révéler donc 4 points de vue par population, c'est-à-dire d'un côté les patients, de l'autre côté les soignants. Donc l'échantillon se composait de 41 patients, sous traitement depuis plus de 6 mois, avec une charge virale indétectable et avec des CD4 à plus de 500 mm3. 41 soignants aussi. Les soignants se composaient donc de médecins, d'infirmiers et techniciens de recherche clinique. Donc ce qu'on peut voir, c'est il y a évidemment plus d'hommes que de femmes dans l'échantillon. Ce qui est intéressant surtout de regarder, c'est qu'à la fin du classement, on demandait aux personnes si elles pensaient qu'elles participeraient à un essai de type CURE, donc s'il était disponible. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'énorme proportion d'individus qui se disent intéressés, aussi bien chez les soignants que chez les patients, avec, si on regarde les oui, plus de 95% pour les patients et plus de 90% pour les soignants. Donc a priori, un échantillon particulièrement motivé vis-à-vis des essais de type CURE. Donc, sur ces 2 populations, on a fait 2 types d'analyses. Une analyse sur l'ensemble des répondants et 2 analyses sur les sous-échantillons, c'est-à-dire les soignants d'un côté et les patients de l'autre. Dans les 2 cas, on a 4 points de vue qui ont été révélés, qui expliquent une assez large part de la variabilité exprimée. C'est 62% pour les patients, 61% pour les soignants. Avec une analyse de second ordre, on voit que les facteurs ne sont pas strictement superposables. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail, je vous montrerai une diapo si vous voulez par la suite. Mais donc on a quand même fait une analyse par population pour pouvoir garder la spécificité d'un point de vue patient et d'un point de vue soignant qui ne pouvaient pas se corréler avec les autres. Et oui, chose importante aussi, c'est que les 3 catégories de soignants sont corrélés, associés à chacun des points de vue. Donc il n'y a pas de spécificité a priori du fait d'être médecin, infirmier ou technicien de recherche. Alors l'analyse permet aussi de dégager ce qu'on appelle les énoncés consensuels. Donc les énoncés consensuels, on en a 7 pour les patients, on en a 4 pour les soignants. Alors pour les patients, déjà l'ensemble des énoncés qui constituaient la dimension relation médecin-patient font partie des énoncés consensuels. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la même perception pour les 4 points de vue de patients vis-à-vis de la relation médecin-patient, à savoir l'importance vraiment primordiale que le médecin référent VIH soit confiant en l'essai pour pouvoir participer à ce type d'essai, ce qu'on retrouve aussi pour les soignants.
et le souhait éventuellement que ce soit le médecin référent VIH qui supervise l'essai. Et en revanche, pas de besoin particulier d'avoir un contact médical qui soit disponible en permanence. Alors la motivation, une des motivations principales, c'est vraiment le fait de pouvoir participer à la recherche contre le VIH, qu'on retrouve aussi bien chez les patients que chez les soignants, augmenter de la possibilité de faire avancer la recherche médicale donc pour les patients. Ce qui est exprimé aussi par les quatre points de vue, c'est le retour nécessaire, enfin le fait d'avoir vraiment une information régulière, un retour, un feedback de la part des médecins au cours de l'essai, sur les résultats de l'essai. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment commun à l'ensemble des patients et qui serait des motivations pour participer à un essai de type cure. Et globalement le fait d'accepter que le traitement innovant puisse durer plus de 6 mois. Du côté des soignants, donc, on retrouve donc deux énoncés et sont spécifiques aux soignants. Il y a le fait qu'ils considèrent qu'il n'est pas souhaitable de donner une quelconque priorité aux patients qui auraient participé à peu d'essais auparavant. Et ils sont d'accord pour considérer que le fait de participer à un essai clinique ne garantirait pas une meilleure prise en charge. Donc là, sur cette diapo, alors évidemment c'est très résumé et condensé, vous avez les caractéristiques, on va dire, spécifiques de l'ensemble des points de vue qui ont été révélés. Donc quand on est le plus à gauche, c'est donc les points de vue qui sont les plus motivés vis-à-vis de la participation ou de la proposition d'un essai donc, de type cure. Ceux qui sont donc les deux premiers sont plus ou moins motivés mais font partie des motivés. Ceux du milieu sont plutôt dans une motivation a priori on va dire enfin, modérée. Et les deux derniers sont plutôt, enfin les deux derniers qui en représentent donc 3, puisqu'il y a deux profils patients, non là c'est l'inverse, il y a 2 profils patients parmi les motivés et un profil soignant parmi les motivés, et du côté des réticents, il y a 2 profils soignants et un profil patient. Donc pour les repérer, quand c'est PA c'est patient, quand c'est HP ce sont les soignants. Donc ce qu'on peut voir, alors on a 2 profils qui sont vraiment sur une participation, on va dire, quasi inconditionnelle, tout est accepté, les effets secondaires sont acceptés, les contraintes sont acceptées. La motivation, c'est évidemment de pouvoir réduire les effets secondaires des TRV à long terme, c'est vraiment la motivation principale, mais aussi de pouvoir participer à la recherche. Et la seule contrepartie, on va dire, qui serait demandée par ces 2 profils-là, donc de patients et de soignants les plus motivés, ce serait d'avoir vraiment une information très claire sur les traitements, très claire sur les effets secondaires, enfin effets indésirables, et d'avoir ce retour d'information de la part des médecins, mais aussi de la part des patients qui participeraient à l'essai, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un retour de la part des patients pour les patients au cours de l'essai. Alors le point de vue patient qui propose donc une participation conditionnelle, enfin qui serait donc motivée mais à condition. La condition, elle est principalement que les effets secondaires ne soient pas irréversibles et que les effets secondaires ne touchent pas les organes vitaux. Le reste des effets secondaires sont en contrepartie sont acceptés. Quant aux contraintes, elles sont globalement acceptées aussi, c'est-à-dire le fait de venir plusieurs fois pour le suivi. La seule chose qu'ils refuseraient, ça serait d'avoir une modification de leur rythme de vie qui touche à leur autonomie. Mais finalement, c'est plutôt accepté. Et vraiment, une spécificité de ce point de vue-là, c'est une demande très forte que l'accès à ces essais soit ouvert au plus grand nombre. Donc, il y a vraiment une revendication autour de pas de sélection de la population et un accès au plus grand nombre. Une revendication qui se retrouve parmi le point de vue patient le plus réticent aussi.
les deux profils les moins, qui sont motivés, mais ce qui ressortirait, ça serait quelque chose comme c'est intéressant, mais c'est encore trop tôt pour moi. Et d'ailleurs, ce sont des profils qui considèrent que ces essais seraient plus adaptés aux personnes qui ont des difficultés à prendre leur traitement au quotidien, pour qui cela est compliqué. Donc finalement, oui, c'est bien pour les autres, mais a priori pas pour soi encore. Alors toujours dans la motivation d'éviter les effets secondaires à long terme des ARV, mais alors par contre avec un rejet des effets indésirables et un rejet des contraintes. Alors parmi les réticents, celui qui est spécifique aux soignants, qui est vraiment un point de vue qui est centré sur les bénéfices. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait ils sont motivés, c'est-à-dire qu'ils expriment un souhait de proposer ce type d'essai, mais que finalement, ils conditionnent ce souhait à pratiquement des choses qui ne pourront pas exister dans le cadre d'essais cliniques, des premiers essais cliniques, à savoir qu'il y ait un bénéfice direct pour les patients, ce qu'un essai clinique de recherche ne peut pas promettre. Le fait aussi que la période sans traitement, la fenêtre thérapeutique, soit de plus de 6 mois, ce qui a priori ne sera pas nécessairement le cas tout de suite. Avec par contre une assez forte acceptabilité des effets indésirables et des contraintes. Donc plutôt une motivation, plutôt une acceptation générale, mais à la condition de choses qui a priori ne pourront pas être atteintes, en tout cas dans un premier temps. Et les deux derniers profils, là vraiment sont des profils aussi bien de patients que de soignants qui sont très très axés sur le rythme de vie, donc là c'est vraiment la réticence et rythme de vie. Tout ce qui peut impliquer une modification du rythme de vie, y compris dans le suivi, est rejeté par ces deux profils. Avec aussi effectivement cette demande assez forte d'un accès pour tous. Et c'est aussi effectivement les deux seuls profils qui considèrent qu'il serait préférable de financer la prévention que le curatif. Alors juste quelques éléments de discussion. Donc après, à ma connaissance, c'est la première étude donc à SHS qui investigue à la fois, les points de vue à la fois des patients et des soignants. Je vous le disais tout à l'heure, donc on a un échantillon qui est a priori particulièrement motivé vis-à-vis de ces essais. Si on compare aux résultats d'Arnold et al. Donc aux États-Unis, eux ils avaient une réponse uniquement des patients qui étaient enquêtés. Donc 34 qui seraient motivés pour participer à ce type, 34% qui seraient motivés pour participer à ce type d'essai. Et quant à l'étude de Chu et de ses collègues, alors c'était une étude qualitative auprès de 22 patients et dont la grande majorité, je ne peux pas vous dire combien parce que ce n'est pas écrit dans le papier, il y a juste écrit la grande majorité, ne sont pas intéressés par ce type d'essai. Donc ce qu'on a retrouvé, c'est effectivement, donc on a révélé 4 points de vue qui révèlent effectivement les différentes intrications qu'on peut avoir entre les dimensions et qui montrent aussi du coup l'intérêt de recourir à cette méthode qui permet de ne pas avoir juste une vision, on va dire, linéaire avec ceci est important, ceci n'est pas important. Par exemple, le fait un énoncé qui avait été apporté par la phase 1, c'est que par exemple, il y avait une inquiétude vis-à-vis du risque de transmission de nouveau donc, du virus pendant l'arrêt de traitement. Le fait que ce risque puisse être augmenté pendant l'arrêt de traitement. Il en ressort que par contre, ça n'a jamais été un frein pour aucun des points de vue qui ont été révélés pour pouvoir participer, pour imaginer participer ou proposer ces essais-là, par exemple. Donc, pour revenir en une déclinaison, non pas par point de vue, mais une déclinaison par dimension, justement, des résultats. Donc, ce qu'on voit clairement, c'est concernant la dimension relation médecin-patient et donc de l'information qui va de pair. Donc, c'est ce consensus sur la nécessité que le patient référent VIH soit confiant en l'essai, qui est vraiment une condition très forte, aussi bien chez les soignants que chez les patients.
et ce souhait donc qu'il supervise potentiellement l'essai. Cette nécessité assez forte aussi vraiment d'un retour d'information de la part des médecins, donc, mais durant l'essai et sur les résultats de l'essai, qui est plébiscité par donc 6 des points de vue, et avec un retour de la part des patients cette fois-ci, donc qui participeraient à l'essai, qui est plébiscité par 5 des points de vue, mais qui est moins important, on va dire, moins déterminant que le retour d'information de la part des médecins. Évidemment, classiquement, donc, la nécessité d'une information claire sur les traitements. Alors du côté des motivations, ça aussi c'est intéressant, c'est que clairement ce qui est mis en avant aussi bien par les soignants que par les patients, c'est une motivation altruiste, qui est de pouvoir, le souhait, la nécessité de participer à la recherche contre le VIH, ce qui est un résultat qui contraste avec un seul donc, des profils qu'on a, des points de vue pardon, qui ont été révélés, qui était celui le point de vue des soignants qui sont vraiment centrés sur le bénéfice, et qui contraste aussi beaucoup avec les résultats obtenus par Arnold et Toll, et ses collègues, qui eux mettaient vraiment l'accent sur la nécessité de bénéfices personnels, qui sont aussi souhaités par les patients qu'on a enquêtés, mais dans une moindre mesure, et la motivation principale évidemment qui est d'éviter les effets à long terme. Donc juste pour terminer, donc la question des effets indésirables et des contraintes, c'est vraiment la ligne de partage entre les différents points de vue. L'irréversibilité des effets secondaires, c'est vraiment une barrière stricte pour pratiquement l'essentiel des points de vue, qui n'est accepté entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas que c'est accepté, c'est que ce n'est pas une motivation de refus de participation. Enfin, c'est pas une barrière à la participation, c'est pas une acceptation a priori. Donc pour les deux profils les plus motivés. Le fait que les organes vitaux soient affectés, alors ça c'est vraiment une barrière très stricte, et qui est justement la barrière qui vient faire la différence entre les plus motivés et ceux qui sont motivés mais avec une acceptation conditionnée. Et la modification du rythme de vie qui là vient faire vraiment barrière pour les points de vue les plus réticents vis-à-vis de la participation à ces essais-là. Alors là, on a vraiment une opposition, c'est concernant la sélection de la population cible, qui est considérée comme une restriction d'accès par les patients et par certains soignants, et qui au contraire va être considérée comme une motivation clinique pour certains soignants, sans qu'il y ait consensus d'ailleurs. Certains considèrent que les patients qui ont été diagnostiqués il y a le plus longtemps ne devraient pas être inclus, d'autres à l'inverse. Donc il n'y a pas, a priori pas consensus de ce côté-là. Voilà, donc en fait ces résultats, l'idée c'était ça a posé la question finalement dans les recommandations de la stratégie à adopter, qui est de savoir s'il vaut mieux axer les recommandations sur les points de vue, les profils, on va dire, les plus motivés, ou essayer au contraire de correspondre au plus grand nombre, ce qui semble a priori compliqué. Et sachant que voilà, après, avec la troisième étape du projet, on va pouvoir aussi savoir, parmi ces points de vue qui ont été résumés, quels sont ceux qui recueillent le plus d'adhésion en fait, en population. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.